Alors, pourquoi Nixon? C'était pour moi et Gustavo une évidence que John Adams, il faut qu'il soit présent et présenté à l'Opéra de Paris. Et puisque Nixon, pour nous, c'est son chef-d'œuvre absolu, le choix était très, très évident. La pièce, je la connaissais, j'aime beaucoup Adams, et c'était waouh! Je ne peux pas croire que je vais faire une mise en scène à l'Opéra de Paris avec cette pièce-là. Et il faut dire que tu as travaillé depuis assez longtemps à l'Opéra déjà, oui. Mais tu n'avais jamais signé ta propre mise en scène. Du coup, il y avait une relation qui existait avec la maison. Oui, j'ai fait pas mal de projets ici avec la compagnie La Forêt des Baus, et j'étais tout enchantée, Château Palme Bleu, etc. Donc c'est vrai que c'est une maison où je me sens beaucoup à la maison aussi. Le casting s'est beaucoup fait avec John Adams lui-même. Il était très investi parce qu'il a beaucoup dirigé l'œuvre lui-même. L'œuvre a été beaucoup donnée un peu partout au monde depuis sa création en 87. Du coup, il y avait plein de références, mais on voulait aussi quelques nouveaux. Pas seulement des confirmés. Je pense qu'à la fin, on a pour la plupart des nouveaux, des gens qui n'ont jamais chanté leur rôle. C'est une prise de rôle pour une bonne partie du cast, en fait. Oui. Y compris pour René Fleming et Thomas Simpson en couple présidentiel, oui. Si je peux me permettre, la seule chose que je me souviens, c'est qu'Alexandre, à un moment donné, est venu me dire « Je crois qu'on va voir Fleming pour Pat Nixon ». Et j'étais « Waouh !» Ça me souvient de ces jours-là. Voilà, c'était « Waouh !» Exactly. And she's close friend. John Adams tenait à que les figures chinoises soient chantées par des gens qui soient d'origine asiatique, au moins, sinon chinoise. Et ça donne aussi une couleur de vrai, parce que le couple américain est américain, les castings chinois est presque tout ou chinois ou Chinese American. Donc ça donne une vérité qui est très intéressante. Ou coréen. Ou coréenne. Ok, on va corriger ça. Dans la situation où se trouve maintenant Nixon in China, qui est en train de devenir un grand classique, je pense qu'on peut se prendre des libertés par rapport à la mise en scène, parce que c'est vrai que quand on a la première mise en scène d'un opéra, ou une des premières, on a quand même la responsabilité de transmettre un livret pour la première fois. On doit rester peut-être plus collé à un certain peut-être réalisme, si on peut le dire comme ça. Mais c'est tellement poétique dans les textes de foi, etc., que voilà, ça dépasse complètement la question réaliste. Si on peut parler de surréalisme dans la mise en scène, c'est peut-être vrai, pourquoi pas. J'aime bien plus les mots. Je trouve qu'on n'a pas un avion, on n'a pas un aéroport, et on pense au monde d'une façon imagée, presque. Tout l'opéra, c'est une fiction. Et du coup, ça donne énormément de liberté d'interprétation. Et je pense aussi la fascination qu'exerce l'œuvre sur le public. Depuis sa création, c'est cette idée de transformer des personnages politiques qui, en partie, sont toujours vivants aujourd'hui, en personnages mythiques. Et de créer ce genre de mythologie moderne, aussi une mythologie non européenne, ce qui pour nous, dans le répertoire lyrique, est très rare. On travaille toujours sur Médée, sur Electre, sur voilà. Là, d'ajouter quelque chose de complètement différent, ça fait une grande partie pour moi la fascination de l'œuvre. C'est intéressant aussi de les penser comme mythologie, aussi dans ce sens que c'est deux visions du monde qui se retrouvent, non? C'est vraiment deux manières de regarder la réalité, finalement, ou d'envisager le monde, plutôt, non? Et c'est ça, plutôt, qui est intéressant aussi de remarquer, et c'est vers là que la mise en scène va. Il y a un événement, disons, de l'histoire qui précède la visite de Nixon en Chine, qui est connu en Amérique avec le nom de Ping Pong Diplomacy, qui était une invitation qu'a reçue l'équipe américaine de ping-pong pour faire une tournée des parties amicales en Chine. Et donc, c'est la première fois qu'un citoyen américain est formellement et officiellement invité en Chine. Donc Kissinger a profité de l'événement sportif pour faire une première avancée pour préparer la visite de Nixon, comme était le cas souvent pendant la guerre froide avec le sport. Le sport servait pour faire une diplomatie que les gens n'arrivaient pas à faire face à face parce que les politiciens ne se parlaient pas.
Une table de ping-pong, c'est un terrain, non, divisé en deux par un filet. Non, et ça me fait penser un peu le monde à l'époque de la guerre froide. C'est-à-dire, voilà, on a deux côtés du monde divisés par un rideau, voilà. Et des figures qui se lancent, non, les responsabilités l'un l'autre, comme dans tous les épisodes importants de la guerre froide, soit crise des missiles, Vietnam, etc. Non, c'est-à-dire, la question d'un sport aussi, il y a quelque chose de vainqueur et perdant, non? Et ça, en politique, les concepts de la politique pendant la guerre froide, et pas que, mais bon, surtout pendant la guerre froide, c'était ça, non? C'est-à-dire, donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose de ça qui était intéressant. Aussi, l'autre chose qui est intéressante, c'était que le ping-pong, c'est quelque chose de très chorégraphique et de très rythmique. Ça fait penser à des choses comme même la musique, parfois percussive, d'Adams, non? Et qui donnait quelque chose même au niveau visuel très beau et très poétique comme image. Ce qui reste le plus important, c'est de présenter des propositions artistiques très fortes, auxquelles le public peut réagir. Il y a un lien qui s'établit par l'émotion. Et c'est ce qu'on recherche dans les œuvres. Il y a une émotion folle qui se dégage de cette partition. Assez inattendue aussi, un peu brisée, cette idée de musique contemporaine qui, pour le public non initié, est difficile à comprendre, difficile à habiter, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de séduction musicale, disons, par rapport à Puccini. Il y a des éléments incroyables dans cette partition, qui est une partition très wagnérienne, par d'autres moyens. Il y a aussi ce moment incroyable dans le deuxième acte, où tout à coup, on se trouve dans un impromptu de Schubert. Oui, tout à fait, incroyable. Ce choc d'une tonalité incroyablement brillante, qu'on n'associe pas du tout avec une pièce contemporaine. Les Américains sont allés dans dans une autre voie. Et je trouve que c'est important d'amener ça, cette sonorité et cette possibilité de musique contemporaine ou plutôt moderne ici, c'est-à-dire aux oreilles européennes. Dans le domaine du spectacle vivant, on a besoin des artistes d'aujourd'hui de nous livrer leur lecture des œuvres. Et c'est pas seulement les metteurs en scène, c'est les musiciens et les chanteurs, tout le monde. Sinon, ces œuvres n'existent pas. Si on les donne pas, et on ne peut que les donner que par des lectures. Ça veut dire d'inviter un metteur en scène, c'est une nécessité absolue. On en a besoin. Que Valentina et son équipe nous livrent leur lecture de cette œuvre en 2023. Et elle est par défaut différente, cette lecture, que la lecture de Peter Sellers à la création. C'est là qu'on voit le pouvoir d'une pièce de se transformer en classique. C'est pour ça que je pense que ce moment pour la pièce est très intéressant, parce que c'est là qu'on voit son endurance, c'est-à-dire elle résiste au temps de façon à ce qu'elle peut transformer dans un classique comme Don Carlos a résisté, comme voilà. Non, il y a des pièces aussi, Verdi, quand il composait on est dans sa réalité, non? C'est-à-dire un homme très politique lui-même. Voilà, elles sont toujours valables, non, ces opéras. C'est-à-dire que, et là, voilà, Nixon in China a ça, non? La puissance de se transformer dans un classique.